Noël avant l'heure pour les enfants des centres d'accueil et ceux des parents vivant avec un handicap au palais présidentiel dans le cadre de la 2e édition de Noël pour tous les enfants du Gabon à l'initiative du couple présidentiel en solidarité aux plus démunis. Le temps d'une journée, l'événement s'est déroulé en simultané sur tout le territoire national. Séance plénière relative aux questions orales d'actualité adressées aux membres du gouvernement de la transition. 5 d'entre eux, dont le Premier ministre, ont répondu à l'appel de l'Assemblée nationale. Accroître la contribution au PIB des filières pêche et tourisme, c'est l'objectif visé par la journée de l'économie lancée ce jour à Libreville. L'administration publique et les opérateurs économiques des 2 secteurs porteurs de croissance se sont accordés sur la mise en place d'une stratégie pour amorcer le développement de ces filières. Et puis 4e Forum national des rites et traditions du Gabon sous le thème de la restauration de l'image de la tradition gabonaise. Les activités se sont ouvertes ce 20 décembre à la Maison Georges Rahuri à travers un programme riche et varié. Madame, Monsieur, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans votre journal. Noël au palais du bord de mer. Le couple présidentiel a offert aux enfants issus des milieux défavorisés près de 20 000 cadeaux à travers toute l'étendue du territoire national. L'événement a été célébré simultanément dans toutes les provinces. Et à Libreville, le chef de l'État et son épouse ont distribué des cadeaux aux bambins dans une ambiance très festive au palais présidentiel. On revient sur les temps forts avec Patricia Lidi-Mouélé et Justin Diana. C'est la belle nuit de Noël. Noël inédit pour les enfants démunis des centres d'accueil et ceux des personnes vivant avec un handicap en cette fin d'année. Avec le couple présidentiel dont l'objectif est de partager ces merveilleux instants. Les tout petits, dont les yeux plus que brillants, ont tous été émerveillés. Dans cet élan, et au vu de l'engouement de l'édition 2023, nous avons voulu cette année encore mettre à l'honneur nos moinas issus de familles défavorisées des 9 provinces du Gabon. L'apogée du moment fut véritablement l'arrivée exceptionnelle en hélicoptère du Père Noël qui, en tout enthousiasme, était naturellement porteur de joie et de nombreux cadeaux. Ce moment de bonheur a satisfait aussi bien les familles, les organisateurs que les bénéficiaires eux-mêmes. Je vous dis un immense merci. Grâce à vous, cette fête de Noël est magique et remplit nos cœurs de joie et d'amour. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, donc un rappel de la naissance de Jésus-Christ. Elle repose sur l'amour, le sens du partage et la convivialité. Noël pour ces enfants défavorisés ce jour n'aura pas dérogé à la règle. C'est dans une ambiance bon enfant empreinte d'amour que les bambins ont regagné leurs habitations. Le journal de Noël. Toutes les cérémonies de remise de cadeaux de Noël. À l'école, en entreprise, en famille élargie et dans les administrations. Tous les soirs. À partir de 21h15. Du 20 au 31 décembre. Sur Gabon Première. Le journal de Noël qui débute donc ce soir dans nos programmes. Restez câblés. On poursuit ce journal, toujours à la présidence de la République, où le chef de l'État a reçu le chef de mission diplomatique de la République populaire de Chine, accrédité au Gabon, porteur d'un message du président chinois Xi Jinping. Les 2 personnalités ont également fait le point de la coopération bilatérale entre Libreville et Pékin, la presse présidentielle. Comme il est de tradition en cette période, la formulation des souhaits de nouvel an gouverne les interactions, surtout en diplomatie. Dans cette optique, l'ambassadeur de Chine au Gabon est venu transmettre au président de la République gabonaise les vœux du couple présidentiel chinois à son homologue gabonais et de la première dame Zita Oligui Nguema. Ce sont des vœux qui s'articulent également autour du développement socio-économique de notre pays. Outre cet aspect, les 2 personnalités ont évoqué les résolutions du Forum sur la coopération sino-africaine et le bilan des projets en cours de réalisation. D'abord, pour remettre
la carte de vœux du Nouvel An, adressée par notre président et son épouse au couple présidentiel gabonais. Et puis, j'ai fait un compte rendu du suivi du sommet de FOCAC que participait son Excellence Monsieur le Président. Et on a eu beaucoup d'avancements dans différents domaines. Dans le domaine des infrastructures, on a déjà envoyé 2 missions successivement, une mission gouvernementale et une mission d'experts pour faire les études de faisabilité pour les 3 projets majeurs. Il y a le chemin de fer, la centrale et aussi le port. Le Gabon et la Chine, c'est une coopération dynamique qui vise le développement inclusif. Ces stratégies de coopération conduisent les 2 nations à plus d'investissements dans l'énergie, les infrastructures routières, la santé et bien d'autres. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le ministre gabonais de la Justice. La modernisation du fonctionnement des différentes juridictions était au centre des échanges. On retrouve la presse présidentielle. Principe moral et philosophique, la justice permet de garantir l'égalité de tous devant la loi. Un pilier fondamental de l'état de droit. Le bon fonctionnement de ce secteur est souvent compromis par de nombreuses difficultés d'ordre infrastructurel et organisationnel. L'audience entre le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et le garde des Sceaux vise donc à accélérer le processus de modernisation des différentes juridictions afin d'offrir aux justiciables un service public de la justice efficace. 1 an et 3 mois après notre arrivée à la tête de ce ministère, nous avons fait le point de situation et il y a beaucoup de problèmes que nous constatons dans le fonctionnement des juridictions, des problèmes sur le plan infrastructurel, des bâtiments vétustes, des bâtiments qui ne sont pas adaptés à l'administration de la justice, mais aussi des problèmes dans le fonctionnement, je dirais, des juridictions en termes d'organisation. Donc le président nous a instruit de trouver les voies et moyens, de lui faire des propositions pour moderniser le fonctionnement des juridictions, mais aussi de voir avec tous les chefs de juridiction que nous allons réunir et un audit du fonctionnement des juridictions qui sera fait pour que nous puissions donner au chef de l'État tous les éléments qui vont concourir à moderniser le fonctionnement de la justice. Et le président est prêt effectivement à mettre les moyens nécessaires pour que les magistrats, les greffiers puissent travailler dans un environnement acceptable. Nous sommes dans l'ère de la restauration des institutions. La justice est l'une des institutions phares de la République et il était anormal que nous ne venions pas voir le chef de l'État pour lui poser ces problèmes. Et il nous a écoutés et nous allons passer à la phase active. L'audit du fonctionnement des juridictions est une étape importante dans cette phase de réflexion, de réhabilitation et de restauration de l'administration de la justice. Des réalisations dans ce sens sont déjà palpables. La phase active, elle a déjà commencé. Nous avons le tribunal de Ntoum qui a été livré. Nous avons le tribunal de Libreville qui va être livré. Nous avons d'autres tribunaux qui vont être réfectionnés. En tout cas, au cours du premier trimestre prochain, n'est-ce pas, nous allons rentrer dans une phase de réflexion, de réhabilitation d'un certain nombre de tribunaux. L'année 2025 est une année prometteuse pour ce secteur où efficacité, équité et égalité sont les maîtres mots depuis l'avènement de la transition. Allons à la primature. Le chef du gouvernement a reçu à son cabinet de travail une délégation d'investisseurs chinois conduite par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, introduite par le ministre gabonais des Mines, Gilles Nembé. Une rencontre qui fait suite aux accords du FOCAC, la communication de la primature. Cette séance de travail entre le Premier ministre Raymond Dongsima, le ministre des Mines Gilles Nembé, était axée sur l'accompagnement des opérateurs économiques chinois dans la mise en place des 3 infrastructures majeures pour le Gabon, notamment un chemin de fer allant de Belinga à Mayumba, une centrale hydroélectrique située à Boué et un port en eau profonde de Mayumba. Ils sont allés sur l'ensemble des différents sites, ils ont pris des relevés, ils ont pris des mesures pour voir dans quelle capacité ils veulent nous accompagner. Donc ce serait sur les éléments techniques, de gestion de projet et de financement.
Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui ont été présentés à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour obtenir également son blanc-seing sur la continuité de ce projet. Le Gabon va connaître une transformation considérable de son potentiel minier et cela nécessite un développement croissant des infrastructures des transports. Par leurs études durant une semaine au territoire gabonais, ils ont collecté déjà des informations nécessaires pour l'étude de faisabilité des 3 grands projets majeurs d'infrastructure. Et ils ont tiré des conclusions. Ils ont fait un bilan à Monsieur le Premier ministre. Ces experts en la matière ont aussi abordé avec Raymond Dongsima des questions techniques et financières relatives aux 10 projets. Le chef du gouvernement qui était face à la représentation nationale hier, accompagné de quelques membres de son gouvernement, il s'est prêté aux questions des députés sur des sujets qui intéressent les Gabonais. Retour sur cette actualité avec la presse de l'Assemblée nationale. Le point consacré aux questions orales au gouvernement a focalisé toutes les attentions au cours de cette plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale de transition, l'honorable Jean-François Ndongo. Au menu des questions de notoriété publique impactant le quotidien des Gabonais, notamment celles relatives à la fermeture à titre conservatoire de l'entreprise Faubert pour écoulement de produits avariés dont on glose dans ces dernières. La récente descente sur le terrain de la Gaza et de la DGSS a révélé que Faubert Gabon a fait consommer aux populations gabonaises des produits dont la date limite à la consommation était largement dépassée. Comment pareille situation a pu se produire dans notre pays avec l'existence de la chaîne administrative bien rodée aux questions d'importation de produits alimentaires? Je fais allusion à la douane, à la DGCC et à la Gaza elle-même et même à d'autres administrations qui interviennent dans la chaîne. Prenant ses responsabilités du fait de la transversalité de cette question, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dongsima, situe l'opinion morceau choisi. Ce qui se passe en général, pas seulement chez nous, dans le monde entier, c'est qu'on laisse des produits importés rentrer et les brigades de contrôle procèdent à des vérifications qui généralement sont des vérifications aléatoires. C'est pour ça qu'il existe des missions de contrôle en permanence sur le terrain. Et je dois dire que les structures de contrôle que nous avons ont fait leur travail. Puisque, rappelons-nous, c'est la Gaza qui a mis le doigt sur le problème de Faubert dont nous sommes en train de parler. Ça veut donc dire que les mécanismes de contrôle ont fonctionné. Outre cette question, les honorables députés se sont fait écho des populations auprès du gouvernement sur des préoccupations relatives à l'insécurité grandissante aussi bien dans nos villes qu'au niveau du transport ferroviaire, à l'éducation et à l'état de droit. A noter qu'avant ce grand oral, les honorables députés ont adopté à l'unanimité 7 textes, parmi lesquels le projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance portant création, attribution et organisation de la SAEG, la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, devant à terme permettre à notre pays de réduire ses importations alimentaires. Les membres du gouvernement sont également revenus sur les questions liées à l'éducation et à la justice. On retrouve le compte-rendu de Nathalie Oké de notre rédaction. Une phase de questions-réponses à l'hémicycle du Palais Léomba sous forme d'échange afin d'édifier les représentants du peuple sur le bilan de chaque département ministériel. Au nombre des députés intervenant ce jour, Barry Ndimal, lequel s'est appesanti sur le sort des 1967 enseignants bénévoles qui abattent un travail colossal à l'intérieur du pays. Quant aux mesures structurelles durables, le ministère de l'Éducation nationale a lancé une formation en alternance allant d'octobre 2024 à octobre 2026 au profit des enseignants bénévoles. Au terme de cette formation, les intéressés feront l'objet d'un recrutement conformément aux procédures et dispositions en vigueur. Les questions sécuritaires et de vente illicite de cocaïne, héroïne de plus en plus récurrentes dans nos sociétés, véritable inquiétude portée par le député Jean-Valentin Leyama, était adressée au ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur. Oui, nous avons conscience de cette situation, de la prolifération de ce trafic au titre des différents moyens de lutte. Nous pouvons notamment évoquer le renforcement des dispositifs de lutte sur les principaux itinéraires d'approvisionnement. De même, grâce à la volonté du CTRI,
un projet de construction d'unités mixtes de gendarmerie comprenant une brigade et un peloton mobile appelé unité de frontières est en cours de construction le long des grandes frontières. Cet interrogatoire s'est étendu avec le volet justice, notamment le code de procédure pénale, cas de la citation directe, préoccupation de Elsa Ruchel Boukandou. Dans le cas de la citation directe, ça fait partie de ces coûts à payer que nous allons, dans un futur très proche, prendre un acte réglementaire qui nous permettra effectivement de savoir ce que le justiciable doit payer, comment, je dirais, ces argents sont reçus dans les juridictions. Les réponses données par les membres du gouvernement de la transition, pas toujours satisfaisantes au regard des budgets alloués à certains, selon les députés, comme les ministres de l'Intérieur et celui de la Défense nationale, deux départements où les résultats sur le terrain ne semblent pas apporter des solutions pérennes aux usagers. Allons au Sénat cette fois, où, après les ministres financiers, le tour est revenu au ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités d'être auditionné par les membres de la commission des finances. On fait le point avec la presse du Sénat. Devant les sénateurs, membres de la commission des finances, Luz Boukandou Moussavo, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, a défendu les crédits sollicités par la mission ministérielle Fonction publique et modernisation de l'État pour le compte de l'exercice budgétaire 2025. La mission Fonction publique et modernisation de l'État s'inscrit dans le cadre de la réforme administrative et de la modernisation de l'État, déclinée dans le plan national de développement de la transition, PNDT 2024-2026, et la feuille de route du gouvernement de la transition, PAN Fonction publique et modernisation de l'État. Et pour atteindre ces objectifs, le ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités sollicite au titre de l'exercice budgétaire 2025 une enveloppe globale de 13 35 967 149 francs. Cette enveloppe globale est répartie ainsi qu'il suit. Titre 2, dépenses des personnels, 7 957 136 062 francs. Titre 3, dépenses des biens et services, 1 280 418 279 francs. Titre 4, dépenses de transfert, 2 382 408 000. Titre 5, dépenses d'investissement, 1 416 4 808 francs. Cette audition a suscité plusieurs réactions de la part des vénérables sénateurs, tout aussi importantes les unes que les autres. Madame le ministre, une fonction publique moderne suppose des ressources humaines disponibles et de qualité. À quand le démarrage des cours dans les écoles où les concours avaient été organisés, notamment les PCA et l'ENA? Je voudrais savoir s'il existe un régime ou une fonction publique militaire qui permet d'ouvrir aussi facilement les recrutements et les fermer aux autres fonctionnaires. En répondant à ces interrogations, la ministre de la fonction publique a donné aux vénérables sénateurs les rudiments nécessaires pour l'examen au fond de ce texte en commission. Journée économique sur la nouvelle approche des pouvoirs publics pour accroître la contribution au PIB des filières pêche et tourisme, un espace d'échange entre l'administration publique et les opérateurs économiques sur des thématiques axées sur la création des richesses autour de ces deux filières à l'ère de la diversification de notre économie. Jean-Augustin Zengui, Louis Bestar-Lignongo. Diagnostiquer et proposer une approche d'accroissement de la contribution au PIB des filières pêche et tourisme, c'est tout l'enjeu de cette journée économique qui se tient dans un contexte de diversification de l'économie gabonaise. L'édition de cette année a bien voulu poser un regard objectif sur les filières pêche et tourisme en dressant un état des lieux grâce à la contribution précieuse des administrations sectorielles concernées, notamment celle du ministère de la Pêche et celle du ministère du Tourisme, avant de proposer une approche de dynamisation et d'accroissement de leur contribution à la création de richesses dans notre pays. Quoique peu développée avec une très faible participation dans le produit intérieur brut du pays, la pêche et le tourisme demeurent un relais indéniable à même de booster la production des richesses. La présente journée doit être vue comme un moment de réflexion et de partage d'expériences, permettant d'aboutir à l'atteinte des objectifs visés sur les années à venir.
afin de se doter d'outils, d'instruments et d'un cadre juridique nécessaire à la croissance économique des secteurs de la pêche et du tourisme. 2 panels ont été mis en place, constitués de représentants des ministères sectoriels pour trouver des pistes de solutions à même d'accroître la contribution au PIB aussi bien du secteur pêche que celui du tourisme. Sachez aussi que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par ailleurs président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise, a ouvert la session de formation des membres de la dite commission. L'événement est co-organisé avec le Bureau des Nations Unies pour l'immigration. On fait le point avec nos reporters Léonel Moutoupisam et Arnaud Mengui. Conformément au décret numéro 0133/PR/MJGS, la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise a procédé à la formation de 19 commissaires. Comme dans plus de 176 pays dans le monde, le Gabon est confronté aux problèmes liés à la traite des personnes. Le gouvernement gabonais a pris la mesure du problème à travers la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la traite. Résolument engagé dans la lutte contre les violences dans notre pays, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en sa qualité de président de la Commission, entend tout mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la transition de la République gabonaise, de faire une adresse spéciale à l'Organisation internationale pour les migrations et au gouvernement d'État américain pour leur soutien constant. La traite des êtres humains constitue une violation injustifiable de la liberté et de la dignité des victimes. Notre pays constitue à la fois un pays de transit et de destination pour la traite des personnes. Il est donc touché à un double niveau par ce phénomène. C'est pourquoi toutes les actions entreprises en vue de prévenir et renforcer la lutte contre ce phénomène s'inscrivent dans la vision des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces pratiques constituent un délit puni par la loi. À l'issue de cette formation, les 19 commissaires se chargeront de sa mise en application sur l'ensemble du territoire national. Et puisque nous sommes sur le volet justice, je vous propose à présent d'écouter le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obiang-Mvé, à propos de la visite des avocats de l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et de son fils Noureddine Valentin Bongo Ondimba à la prison centrale de Libreville où ils sont incarcérés. Il est au micro de Sheila Mebalé et Guy-Serge Dizambo. Mesdames et messieurs, le procureur de la République informe que Maître Eyoubekale Gisèle, avocate au barreau du Gabon, et Maître Zimere François, avocat au barreau de Paris et ayant élu domicile auprès de Maître Eyoubekale Gisèle, constitué pour les intérêts de Madame Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin, ont rencontré ces derniers le jeudi 19 décembre 2024. Ces rencontres se sont déroulées librement et dans le strict respect des droits de la défense et de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. Ces avocats ont constaté que leurs clients n'ont jamais été torturés au sein de la prison de Libreville. Enfin, le procureur de la République rappelle que la liberté des avocats d'exercer leur profession sans restriction est une des garanties d'une bonne justice. Je vous remercie. Lutte contre la déforestation illégale au Gabon. Le gouvernement et le Fonds mondial pour la nature viennent de signer un accord sur la gouvernance d'un système de surveillance forestière par satellite. L'outil est opérationnel depuis déjà plusieurs mois. On fait le point avec Lardi Nguemamba et Cédric Zengdo. Après un peu plus d'1 an de fonctionnement dans certaines zones, le Foresight, système d'alerte précoce à la déforestation illégale, va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Cette signature d'accord de gouvernance de l'outil fixe les bases de la collaboration entre le WWF et le gouvernement. C'est un système qui utilise l'intelligence artificielle et qui permet 6 mois avant de détecter
la déforestation à partir d'un certain nombre de critères qui ont été identifiés. Donc l'accord que nous signons ce matin permet aux uns aux autres de savoir quels sont les rôles et les responsabilités. L'accord a été précisément signé avec la GEOS, les parcs nationaux et la Direction générale des écosystèmes aquatiques, 3 entités qui fournissent les données techniques pour le fonctionnement du système. Cet accord de collaboration entre les différents partenaires et l'OVF est bienvenu parce qu'il y a un suivi. Il faut continuer à développer l'application, l'outil, adapté aux nouvelles menaces. Et donc c'est dans ce cadre-là que le gouvernement et le WWF, représenté le gouvernement ici par les directions générales, et le WWF ont signé cet accord-là de collaboration sur cet outil. Le Forest Foresight est un système initié par le Fonds mondial pour la nature et piloté par la GEOS. Avant cette cérémonie, il a, selon les experts, fait l'objet de plusieurs tests dont les résultats ont été positifs. Dernier conseil d'administration de l'année 2024 pour la Caisse de stabilisation et de péréquation. La présentation, l'adoption du plan d'action 2024 et le budget prévisionnel étaient parmi les points à l'ordre du jour. Chez la Mébalé, Justin Diana. 19 milliards 853 millions, c'est le budget prévisionnel pour l'année 2025 pour les caisses de stabilisation et de péréquation à l'issue de ce dernier conseil d'administration de l'année 2024. Le président du conseil d'administration qui a dirigé les travaux de ce conseil a dressé dans un premier temps le bilan de cette année qui s'achève et les projections pour l'année 2025. Le budget que nous venons d'adopter est en légère baisse par rapport à celui de l'exercice en cours. Cela aussi est dû au fait que nous avons arrêté avec l'emprunt. C'est l'emprunt qui, l'année dernière, montait ce budget autour de 21 milliards. L'année 2024 s'est bien passée. Le prévisionnel qu'on avait entrevu a été réalisé. Donc nous avons pu faire tout ce qui était prévu. Après 6 heures d'horloge, le directeur général de la CAISTAB a reçu les félicitations du Conseil pour le respect du contrat annuel de performance. Nous étions engagés à booster les filières café-cacao, ce qu'on a réussi à faire par rapport aux années précédentes. Nous avons aussi instauré les principes de bonne gouvernance. On essaye de rentrer dans les meilleures pratiques par rapport aux années antérieures. Quand on regarde le résultat, la direction générale a tout fait pour remplir sa part de contrat. 2024, une année satisfaisante pour les caisses de stabilisation et de péréquation. Les résolutions du conseil d'administration vont permettre de redorer l'image de la CAISTAB pour l'année 2025. Conseil d'administration également pour le centre hospitalier universitaire Jeanne et Bory. Cet établissement sanitaire spécialisé dans la prise en charge de la mère et de l'enfant, qui a du reste enregistré l'arrivée de 3 nouveaux professeurs, s'est penché entre autres sur sa nouvelle stratégie de gouvernance. Parmi les priorités de 2025, assurer la maintenance des équipements et améliorer l'offre de soins. On fait le point avec Lardi Nguemamba et Shelly Mania. Au regard de la présence de tous les administrateurs et représentants des entités siégeant, le quorum était atteint pour ouvrir les travaux du conseil d'administration statutaire du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne et Bory. Au menu, des points greffés à la gouvernance en 2024 avec en hauteur les investissements consentis. Nous avons fait beaucoup d'investissements que nous sommes en train de déployer. C'est le cas de scanner qu'on avait acheté, c'est le cas du mammographe qu'on avait acheté, c'est le cas de l'ascenseur qu'on avait acheté, c'est le cas de la climatisation qu'on avait déployée. Donc cette année, on va se focaliser essentiellement sur la maintenance de ces équipements parce que nous avons beaucoup de problèmes de maintenance. Et nous avons aussi, bien sûr, il faut continuer à soutenir le fonctionnement normal, la permanence du médicament. Il faut que nous atteignions les objectifs qui nous sont assignés sur les soins. Près de 3 milliards attendus avec optimisme de l'État et de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales pour l'année qui s'écoule. Mais aussi des ambitions pour tirer le budget 2025 à la hauteur des priorités et asseoir le cadre naissant
de ce centre hospitalier universitaire spécialisé. Le projet de création du centre hospitalier universitaire mère-enfant, le projet d'établissement, la charte du CHUMEJ, le règlement intérieur. Donc nous sommes en plein là-dedans pour regarder tous ces aspects liés à la gouvernance de l'établissement. Cette année, avec un peu de prudence, le projet 2025 est projeté pour à peu près 7 milliards de francs CFA pour 2025. Le conseil d'administration promet de payer ses fournisseurs pour 2 milliards de francs CFA. La direction générale de la dette pourrait venir en appui. Et pour boucler ce dossier sur la gouvernance des entreprises, on parle aussi de ce conseil d'administration à l'Office des ports et rades du Gabon, un tour d'horizon qui a permis aux participants de scruter les résolutions des précédents conseils et d'élaborer ensemble le projet du budget de fonctionnement et celui d'investissement pour l'exercice 2025, la présentation de la situation financière de l'Office et la cooptation de nouveaux administrateurs ont également focalisé les échanges. Henrik Pokoko et Victor Mundunga. C'est le dernier conseil d'administration en 2024 au sein de l'univers portuaire et au centre des discussions. Plusieurs points saillants, dont l'examen et l'adoption du procès verbal du consistoire du 28 juin dernier, le rapport d'activité de l'Office et son panorama financier, entre autres. Cette année cinquantenaire pour le Prague laisse entrevoir une embellie en termes de réalisation des objectifs de performance. À ce stade de l'année, il ressort que l'année s'est passée plutôt dans de bonnes conditions. Hein. Le niveau des activités est en hausse par rapport à l'année 2023 sur la base des chiffres dont nous disposons actuellement. Nos perspectives pour l'atterrissage fin 2024 et pour l'année 2025 restent prudentes compte tenu de l'environnement international. Les administrateurs réunis autour de Jean-Pierre Lassenu-Dubose, PCA, et de Martin Bogikouma, DG au Prague, ont aussi planché sur le projet de budget de fonctionnement pour l'exercice 2025, non sans s'appesantir sur le budget d'investissement qui, lui, résulte du différentiel entre le chiffre d'affaires et les charges de l'Office. Le chiffre d'affaires prévu est à hauteur de 21,5 milliards et les dépenses, donc les charges d'exploitation, sont prévues à hauteur de 20 milliards et que la direction générale parviendra à réaliser un bon recouvrement de sa facturation et maîtrisera ses dépenses. En clair, les rendements de l'Office ont connu un bond en avant, des résultats qui créent une conjoncture qui augure des perspectives de montée en puissance dans la chaîne des importations, exportations des marchandises et leurs corollaires. Des moyens roulants pour la Direction générale des études et laboratoires du ministère du Pétrole. 8 véhicules au total pour appuyer les missions de cet outil technique de contrôle analytique important dans le développement des projets du secteur pétrolier ou encore ceux liés à la gestion des ressources en eau et au domaine environnemental. Doris Cruz-Nkulu et Varis Nduntumu nous expliquent. 8 véhicules 4x4 de marque Terralor ZX Auto, remis par le ministre du Pétrole Marcel Abeke à la directrice générale des études et laboratoires. Une dotation en moyens roulants qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de cette administration. J'avais dit qu'on allait tout faire pour essayer de vous mettre à disposition des moyens pour renforcer vos capacités. Ce sont ceux-là. Des moyens roulants, ce sont des moyens qu'on va retrouver dans vos laboratoires et nous allons poursuivre dans cette lancée pour que tout le monde puisse disposer des moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par les plus hautes autorités. La patronne de cette administration publique exprime au nom de tout le personnel leur gratitude à la tutelle. Monsieur le ministre, je voudrais particulièrement saluer votre présence à cette cérémonie. Elle témoigne ainsi de tout l'intérêt que vous portez à l'amélioration des conditions de travail de vos collaborateurs en général et ceux de la DGL en particulier.
Les services techniques et opérationnels peuvent donc assurer leur mission de contrôle sur le terrain en toute quiétude et remplir pleinement les missions qui leur sont assignées par les hautes autorités de la transition. Pour la suite de ce journal, je vous propose de suivre tout de suite la visite de l'ambassadeur de France au Gabon à l'ENA avec nos reporters. On regarde. La relance du partenariat entre l'École nationale d'administration du Gabon, ENA, et l'Institut national du service public INSP de France a été au centre des échanges entre la directrice générale et le représentant d'ambassade de France au Gabon. Nous avons échangé avec monsieur le conseiller culturel et nous avons dit que notre pays est attaché à la coopération à la France. Et dans le cadre de la coopération entre l'INSP et l'ENA, l'ENA souhaite dans un premier temps faire un bilan de la coopération passée afin d'avoir une coopération efficace, de qualité, mesurable, visible. Et cela passe par la définition d'objectifs clairs, d'un chronogramme précis et de projets définis. Dans l'histoire de l'ENA, la coopération entre les deux établissements a été un élément moteur dans la formation des hauts cadres de l'administration gabonaise. Les concours en France accueillent des auditeurs étrangers depuis tout le temps. Et en janvier, Julie le rappelait à Madame le directeur général, 4 candidats gabonais vont plancher dans les locaux de l'ambassade de France, d'ailleurs, où nous assurerons simplement la surveillance, la correction se faisant par l'INSP de France. Nous espérons que sur ces 4 candidats, eh bien, le maximum seront reçus. Il y aura ensuite, une fois la phase d'admissibilité passée, les oraux. La visite guidée des lieux a mis un terme à cette rencontre. On parle aussi de la remise de parchemin à la première promotion des aumôniers militaires sortis de l'Institut théologique, le Visionnaire. C'était en présence des hauts responsables des forces de défense et de sécurité et même assimilés, Eric Kassa et Charles Goula. 37 aumôniers militaires, désormais aptes après 3 semaines de formation à l'Institut théologique, le Visionnaire. Notre aumônerie militaire a fait ses pas depuis belle lurette, mais n'avait pas encore un cadre propice de formation de ses leaders. Ainsi, nous voulons, dans cette circonstance solennelle, rendre gloire à l'Éternel des armées. C'est aussi l'occasion pour nous de bénir le Très-Haut pour son excellence, Monsieur le général de brigade, président de la transition, chef suprême des forces de défense et de sécurité, qui ne ménage aucun effort pour donner une place de choix à Dieu au sein de nos corps. Ce ne sont pas mes petits mots en tant qu'homme qui vont vous demander de dérouler votre carrière d'aumônier militaire, mais c'est la parole de Dieu. Des soldats en mission pour soigner le cœur de plusieurs Gabonais. Ces 2 dimensions de Jésus, la force, on en a besoin pour combattre, pour vaincre, mais la force ne suffit pas pour ouvrir le livre. Il faut que ce soit l'agneau immolé. C'est l'incarnation de Jésus dans toute sa force, mais également Jésus dans la dimension de son amour extrême. Il faut ces aumôniers pour aller parler au cœur de ceux qui pleurent, au sein des forces de défense et de sécurité, et les assimiler. L'Institut théologique, le Visionnaire, a profité de cette opportunité pour remettre à titre honorifique le diplôme de doctorat au révérend pasteur Gaspard Aubian, fort de ses 40 ans de ministère, 32 ans de vie de mariage pour ce sexagénaire président du Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil, acteur du réveil au Gabon. Point de presse animé par les employés de la radio panafricaine Africa numéro 1 au cœur de leur communication, le non-respect de leurs revendications, et ils appellent à l'arbitrage du président de la transition dont ils reconnaissent les premiers efforts. Les explications avec Arnaud Monza et Ludovic Butegui. Venus pour tenir leur point de presse au sein du site de la radio panafricaine, ces agents d'Africa numéro 1 auraient été trivialement éconduits et finalement se retrouver hors de l'enceinte. Saluant de prime abord l'avènement du 30 août dernier, avec la décision de la remise sur pied de leurs outils de travail, ils déplorent tout de même une sorte d'immobilisme. À la très
haute attention du président de la transition, malgré ses très hautes instructions à propos du traitement diligent de notre dossier, rien n'a changé dans notre quotidien depuis bientôt 2 ans. Occasion pour ces professionnels du monde de la radio qui disent connaître une descente aux enfers de revenir sur les principales préoccupations. Apurer le passif de la radio, des agents donc, dont le montant total direct provisoire au 31 décembre 2023, sous réserve de concordat, est de 33 403 958 564 francs CFA. Règlement du contentieux avec l'actionnaire majoritaire. Fin de l'administration judiciaire. Nomination d'une administration provisoire pour la relance de la radio. Cependant, selon les autorités, les travaux de réhabilitation du siège sont en cours pour la restauration de cet héritage et de ses agents. La boutique en ligne MKF Gabon en opération de charme auprès des consommateurs. À quelques jours des fêtes de fin d'année, sont responsables à présenter les services disponibles et les conditions générales d'utilisation. Jean de Dieu Goms-Gombi, Richard Mobiwa. Devant les journalistes, les partenaires et clients de la société MKF, le président directeur général a au cours de sa conférence de presse présenté sa structure et procédé au lancement officiel de son nouveau site mkfgabon.ga. C'était de pouvoir éradiquer les arnaques et la méfiance qu'avait la population gabonaise sur le fait d'acheter et même de commercialiser en ligne. Ça nous a motivés à pouvoir mettre en place une plateforme où les Gabonais pourront se retrouver, toute la famille gabonaise pourra se retrouver et faire leurs achats sans se soucier du fait que je ne vais certainement pas recevoir ce que j'ai commandé. Cette plateforme gabonaise spécialisée dans la vente et l'achat des produits en ligne sur MKF Gabon totalise plus de 10 000 livraisons. Donc nous avons vu le besoin, mais nous avons également vu l'engouement. Nous étions discrets, mais très efficaces. Et vu que l'affluence grandissait, nous avons jugé bon utile de pouvoir passer à une étape supérieure. La société garantit à ses clients la sécurité, la fiabilité et la transparence. Les produits sont disponibles. Nous avons une plateforme qui est assez large, disponible pour tous, que ce soit clients comme vendeurs. Donc nous avons la satisfaction client également. Les produits sont livrés à temps, la conformité également. On a souvent pensé que les plateformes d'achat en ligne étaient réservées aux entreprises étrangères. Donc c'est très encourageant. Et nous incitons tous ceux-là qui veulent se lancer dans le commerce à pouvoir prendre corps avec cette plateforme gabonaise pour valoriser leurs produits. Créé en 2019, MKF Gabon est situé au quartier Nzanyon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. L'actualité à l'étranger, on va la chercher en France avec Janice Ondongema qui nous parle d'une affaire judiciaire. On regarde. Après 15 semaines de débat, 64 jours d'audience, la Cour criminelle de Vaucluse a prononcé son verdict ce 19 décembre 2024 sur le viol collectif commis sur la femme de 72 ans, Gisèle Pellico. Son époux Dominique Pellico, organisateur principal de ces agressions sexuelles sur son épouse, a écopé d'une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. La peine maximale pour viol aggravé. Reconnus également coupables, les 50 co-accusés ont été condamnés à des peines moins fortes que les réquisitions allant de 3 à 15 ans de réclusion criminelle. S'exprimant au sortir de l'audience, la gorge nouée devant une forêt de caméras et de micros, la victime Gisèle Pellico a dit avoir traversé une épreuve difficile au contact de ses agresseurs pendant 3 mois et qu'elle respecte finalement la décision du tribunal. Le ministère public avait réclamé des peines de 10 à 18 ans de réclusion contre les 49 co-accusés. Quant aux 3 enfants du couple, David, Caroline et Florian disent toute leur déception de ce verdict jugé trop clément avec des peines basses prononcées à l'encontre des criminels aussi impitoyables et inhumains.
hormis du couperet tombé sur le chef de gang, l'époux de la victime. Un seul agresseur sexuel en fuite n'a pas pu comparaître pour des faits ayant eu lieu à Mazan, mais pour avoir violé Gisèle Pellico dans la résidence secondaire de Caroline Darian, la fille des ex-époux Pellico. Mais il avait été condamné aussi en 1999 pour viol de l'une de ses filles, comme bon nombre des coupables dans l'affaire Pellico. Les 64 jours d'audience, parfois tendus et marqués par la diffusion des vidéos de ce viol collectif, n'ont laissé personne indifférent. Magistrats, huissiers, avocats, journalistes se seraient sur les bancs pour entendre les explications des 51 violeurs, pendant que le public, trop nombreux, peinait à entrer dans la salle d'audience. Et les réactions des personnalités qui fuient de partout de ce monde pour soutenir Gisèle Pellico. Et c'est l'heure de votre revue de presse avec Cabrel Guillain Lemami. On regarde. Bonsoir à tous. La nouvelle constitution a été promulguée hier par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, cela en présence des présidents des institutions, diplomates, responsables religieux et cadres de la République. Dans son éditorial, le journal Le Bonja souligne dans ses colonnes que cette nouvelle constitution marque la naissance de la 5e République, rentrée en vigueur dès sa promulgation. Désormais, le Gabon dispose d'un nouveau texte constitutionnel sur lequel il va désormais fonctionner. Pour le quotidien L'Union, ce Gabon nouveau matérialisé par la promulgation de la nouvelle constitution doit se placer aux antipodes de l'ordre ancien par sa gouvernance qui induit de rompre avec les anciennes pratiques. De ce fait, le souffle de la rupture doit se faire avec le nouveau visage des hommes et des femmes de talent animés par l'ambition de donner un sens à leur engagement politique. Selon Radio France Internationale, la nouvelle constitution s'appliquera définitivement après les élections dont la date n'est pas encore connue mais qui auront lieu au plus tard au mois d'août 2025. Adoptée par référendum le 16 novembre 2024 avec 91,64% des voix, cette nouvelle constitution repose sur des piliers clairs. Gabon Review évoque la consolidation de l'état de droit, la promotion des libertés fondamentales et des droits humains ainsi qu'une gouvernance transparente et équitable. L'Union traite par ailleurs de cette nouvelle page de l'histoire du Gabon qui est synonyme d'espérance pour un peuple résolu à prendre son destin en main, à affirmer son identité culturelle, à consolider sa marche en avant amorcée le 30 août sur des bases démocratiques et consensuelles. Et c'est tout pour votre revue de presse de ce soir. À très bientôt. Cette déclaration du bureau directeur de la Ligue de basketball de l'Estuaire avec les présidents de clubs à la faveur d'un point de presse suivi pour vous par Fernand Nzambé. Nous venons par ce point de presse dénoncer ouvertement les procédures empreintes de malice du bureau directeur sortant de la FEGABA. L'équipe dirigeante de la Ligue de basketball de l'Estuaire a convoqué une importante réunion en présence des représentants des clubs. Nous sommes réunis ce soir pour protester et contester le décompte et le choix qu'a opéré de façon tout à fait maladroite et inappropriée le président de la Fédération de basketball du Gabon. Elle fait suite à l'organisation des prochaines assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Fédération gabonaise de basketball qui enregistre l'exclusion de plusieurs clubs de la Ligue de l'Estuaire. Nous allons épuiser les voies de recours qui sont en notre possession pour être réhabilités dans nos droits. L'Estuaire est réduit à 2 délégués alors qu'on devrait en avoir 5. Nous marquons notre étonnement face à la décision de la Fédération de nous exclure de l'AGO. Les clubs lésés munis d'éléments leur permettant de s'opposer à cette décision n'ont pas l'intention de lâcher prise. Naba, Gladiator, Ngong, Olamba SC prônent pour un processus électoral crédible aux yeux des électeurs et des férus de la balle orange. La Ligue de basketball de l'Estuaire exprime son indignation. Au moment où nous mettons en boîte, nous apprenons que le Goué maritime et le Haut-Ogoué seraient également dans le viseur. Des décisions et désignations que les concernés qualifieraient déjà d'arbitraires. Cette élection promet, souhaitant que seule triomphe la balle orange.
qui doivent... Le phénoménal L'Oiseau Rare, un artiste adulé par son public, il sera en concert ce 21 décembre au Palais des Sports dans la fièvre des fêtes de fin d'année. Il est d'ailleurs notre invité, mais avant de le recevoir, je vous propose d'aller dans les coulisses des préparatifs de son spectacle qui promet. L'Oiseau Rare, figure incontestable de la scène musicale gabonaise, est connu pour ses performances et ses musiques. Son concert qui se tiendra au Palais des Sports et de la Culture est déjà complet, et cela grâce à la générosité du président de la République qui a offert à la population plus de 2000 tickets. Lorsqu'on parle de ces tickets, je crois que venant du président de la République, cela ne nous étonne pas. C'est un homme qui a mis la jeunesse en qualité de priorité. Et ce geste qu'il vient de faire, ça veut tout simplement dire qu'il a aisément compris que le mouvement Tcham peut être une identité véritablement culturelle. Donner près de 2000 tickets à 2000 jeunes Gabonais, c'est de permettre que nous puissions passer des fêtes dans une ambiance particulière. Je suis très content de ce que le président a fait. Il a levé le coup-feu. Merci, monsieur le président. Pendant ce temps, l'artiste et son équipe peaufinent les derniers détails pour offrir un spectacle mémorable. Les répétitions s'enchaînent dans une ambiance à la fois studieuse et festive. Le concert prévu pour ce samedi 21 décembre s'annonce comme l'événement phare de l'année. Plusieurs artistes et personnalités sont attendus. Il est en plateau L'Oiseau Rare. Bonsoir l'artiste. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de Gabon Première et sentez-vous à l'aise? Très bien, je suis à l'aise et tranquille. Merci pour cette invitation. Alors ce concert, enfin, vous en avez rêvé en tant qu'artiste, j'imagine bien. Bien sûr, bien sûr. Depuis quelques mois déjà, je dirais. J'ai rêvé de faire une salle au Gabon et c'est une première pour moi, du coup, c'est un peu ça. Et donc c'est votre tout premier concert au Gabon en Solo. tant que solo, voilà, Oui. en tant qu'artiste, très adulé par le public, comme je viens de le dire. Les mélomanes vous écoutent. Par la grâce de Dieu. Parlez-leur, là, face à la caméra. Dites-leur ce que vous leur promettez pour cet événement. Déjà, la famille, on va partir dès le début. Les portes s'ouvrent à 17h, donc soyez présents. Ne venez pas avec des objets pointus. Voilà, et les sacs aussi, ne venez pas avec les sacs parce qu'on va vous fouiller et on risque de confisquer vos affaires. Et hormis ça aussi, il y a des tickets qui seront en vente sur place. On met ce point de côté. La sécurité sera vraiment au niveau maximum, ne vous inquiétez pas. Je prie que ce concert se passe sans incident et que tout le monde rentre chez soi correctement. C'était un concert très, très important pour vous. On vous a vu Vraiment. sur le terrain distribuer des invitations à vos collègues, par exemple, Chanel et Créole. C'est important pour vous de faire ce travail vous-même? Très important parce que déjà, dès le début, la billetterie n'a pas assez bougé. Et je me suis dit que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi pour que j'aille sur le terrain, rencontrer mes fans et voir encore à quel point l'amour qu'ils avaient pour moi s'est multiplié. Et par rapport à mes collègues, mes devanciers, c'était très important pour moi de les inviter parce qu'ils sont, quand on parle de l'Antcham, ils font aussi partie des précurseurs, quel que soit leur style musical. Ils sont vraiment des doyens et puis il fallait qu'ils soient là. Et donc vous promettez, tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien demain? Tout est géré, vraiment, tout est géré. La seule chose qui peut nous déranger là, c'est la pluie. Mais comme on sait qu'il y a beaucoup les bruitistes parmi les fans, bloquer déjà la pluie depuis le village. Donc c'est demain à partir de 17h pour allumer le speed. On allume la télé. Bon courage à vous. Merci L'Oiseau beaucoup. Rare.
Pour la suite de ce journal, on parle de l'ouverture du 4e Forum national des rites et traditions du Gabon sous le thème « L'apport des rites et traditions au Gabon ». La cérémonie s'est déroulée à la maison Georges Rahuri. On fait le point avec Florence Gloire Pongui et Guy-Serge Dizambou. Valoriser la culture africaine et celle du Gabon en particulier, c'est tout le sens de cette rencontre des différents acteurs du monde traditionnel sous le thème « L'apport des rites et traditions du Gabon ». Depuis l'origine des mondes et le commencement de tout ce qui est et tout ce qui sera, il y avait les traditions, les rites, il y avait Nzambe Kana. Nous déposons aussi le buti pour l'ensemble des esprits qui, depuis des années, se sont battus en tant que précurseurs pour que le combat des rites et des traditions soit porté au sommet de l'État gabonais. Dieu Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres, toi qui as magnifié ce pays qui est un havre de paix, au nom de toutes les divinités qui ont commencé avant nous, physiquement ce que vous avez vu, Bongo, Rahuri, Baomar, etc., je vous interpelle tous pour apporter la paix à notre pays, le Gabon. Une 4e édition qui a vu la participation du directeur général du groupe Gabon Télévision. Dans le cadre de la restauration de nos valeurs traditionnelles, la nouvelle constitution qu'on vient de célébrer vient encore une fois de valoriser l'ancestralité. Et vous êtes les dépositaires de toute cette ancestralité à travers nos rites et traditions. Autonomiser les dépositaires de pouvoirs ancestraux, l'acceptation collective de l'identité gabonaise est l'objectif de cette 4e édition. Et nous avons un deuxième invité, Madame Christina Obam. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Gabon Première. Merci beaucoup. Vous êtes réalisatrice de documentaires animaliers. Exactement. Et je rappelle que vous êtes la seule au niveau du Gabon. Oui. Comment ça se fait? C'est une très bonne question, surtout quand on regarde les statistiques. À peu près 7% d'Africains travaillent dans le domaine du documentaire animalier et naturel, mais 40% de ces films sont tournés en Afrique. Donc, cela veut dire que les récits de nos terres ne sont désormais pas écrits par nous. Et donc, j'essaye de combler peut-être pas à ce manquement, mais un peu de redéfinir quelle est notre perspective de la nature. Vous êtes donc auteur du film documentaire animalier Ndossi, qu'on peut suivre sur notre écran au moment où on parle. Il est consacré aux gorilles du Gabon et notre relation avec la nature. Parlez-nous de ce film qui a été sélectionné plusieurs fois et primé à travers le monde. Oui, alors c'est un projet que j'ai pu réaliser grâce à un fonds pour lequel j'avais postulé qui est lancé par une organisation qui s'appelle NEWF, Nature, Environment, Wildlife Filmmakers, et ils ont un partenariat avec National Geographic pour justement outiller et financer des projets menés par des Africains pour faire des projets en Afrique qui parlent de leur terroir, qui parlent de leur terre, qui parlent de leur culture. Et donc ce film est donc le résultat de ma participation dans ce programme. Et c'était une aventure. Extraordinaire. Oui, en tout cas. absolument, absolument. Et la suite pour vous, c'est quoi? Oui, alors je suis sur un autre projet, mon premier long métrage sur le lion batéké, une sous-espèce de lion la plus isolée d'Afrique, est une espèce emblématique des plateaux batékés. C'est un long métrage qui a déjà été signé par Arte et je suis en négociation avec le groupe TF1 ainsi que National Geographic. Et ce sera la première fois que ces chaînes font une acquisition de films animaliers par un Africain ou une Africaine. Donc c'est assez historique. Et nous, si on veut regarder ce film documentaire animalier, où est-ce qu'on peut se le procurer? Où est-ce qu'on peut le regarder? Alors, je suis encore dans ma tournée des festivals et j'attends seulement ma dernière réponse, le FESPACO, on verra. Souhaitez-moi bonne chance. Et après, je vais le mettre à disposition gratuitement en télévision gabonaise. Il me semble que le film va jouer ce soir. Et sinon, il est disponible en ligne. Sur mon Instagram, j'ai un lien au film. Donc, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pour la suite.
Merci. Dans votre rubrique Écho du Code, débutée hier sur nos antennes par les généralités du Code électoral, ce soir nous proposons l'histoire du Code électoral justement depuis 1960 et c'est un document réalisé par Pélagie Mbui-Owono et Shelly Manéa que je vous invite à suivre tout de suite. Écho du Code électoral, agenda des travaux, reportages, plateaux spéciaux. Écho du Code, c'est sur Gabon Première. Depuis l'avènement du Gabon à la souveraineté internationale, notre pays a connu plusieurs modifications de son code électoral, en fonction des soubresauts et intérêts politiques du moment. En 1961, première élection présidentielle et législative, le président élu de l'époque fait adopter une nouvelle constitution qui dote le pays d'un régime de type présidentiel. Après le référendum de 1958 et l'élection du président Léon Mba à la tête de notre pays, le Gabon a connu une période de multipartisme. Et l'élection était organisée par l'État, donc le gouvernement. Et après cette période, nous avons connu l'avènement du président Omar Bongo Ondimba et nous sommes rentrés tout droit vers le parti unique. En 1968, création d'un parti unique dénommé Parti démocratique gabonais par le nouveau président qui succède Léon Mba. Puis en 1990, sous la pression populaire, El Hadj Omar Bongo convoque une conférence nationale qui rétablit le multipartisme. C'est d'abord une grand-messe qui a permis aux Gabonais, de l'ombre, qui étaient très nombreux, et ceux qui étaient sous la lumière et les projecteurs du parti unique, de se retrouver et de faire le constat de la situation sociopolitique du pays. Le Gabon était, disons-le tout de suite, en 90 comme une cocotte minute. Une forte pression sociale, économique, politique qui résultait de la gestion et de la gouvernance de tout le pays par un système monolithique. On ne peut pas venir convoquer une grande assemblée pour parler des problèmes du pays et rechercher les solutions et dire que ces assises ne seront pas souveraines. L'adoption du premier code électoral en 1993 donne quitus au ministère de l'Intérieur pour l'organisation de toutes les élections présidentielles. Mais à la suite des contestations post-électorales de la présidentielle de la même année, les acteurs s'accordent à revisiter les conditions d'organisation des élections. Des accords de Paris, tous les acteurs politiques vont se retrouver pour parapher ce qui avait été décidé au terme de ces assises à Paris. Mais le parti radical des Républicains indépendants ne va pas parapher ces accords, tout simplement parce que le contenu ne correspondait pas du tout à ce que nous avions imaginé lorsque nous avions rédigé l'appel des braves. L'adoption d'un nouveau code électoral en 1996 met en place un organe indépendant non permanent pour gérer les élections. C'est la naissance de la Commission nationale électorale, un bébé qui ne vivra pas longtemps à cause d'autres désaccords politiques. 2006, les accords d'Arambo sont signés à la suite des contestations de la présidentielle de 2005. Le toilettage du fichier électoral est fait cette fois avec l'introduction de la biométrie. À l'issue de cette période, nous allons avoir une période test avec la grande élection législative qui va faire en sorte que le Parlement soit investi. En 2017, l'ouverture du dialogue politique d'Angondje rentre en scène à la suite des violences post-électorales de la présidentielle de 2016. Le passage du mode d'élection du président au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours au lieu d'un était l'une des avancées. Avant 2023, nous avions quand même un bon code électoral.
Mieux pourquoi? Parce que il obéissait quand même parce qu'il y a des standards en matière d'organisation des élections. Donc il obéissait quand même à un certain nombre de standards, mais il a été galvaudé avec l'introduction du ticket unique président et député. Le pouvoir à l'époque, qui avait toujours pensé mettre de l'eau dans son vin, avait toujours certainement la pilule de l'époque qui consistait simplement à peut-être changer de forme, mais à muer l'organe à chaque fois. Et donc on va avoir la Commission nationale électorale. Ensuite, nous allons avoir la Commission nationale indépendante. Ensuite, nous aurons la CENAP. Et enfin, nous allons avoir le CGE. Et donc, nous allons aboutir au coup de libération du 30 août 2023. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que ce n'est pas le code électoral qui fait les élections. C'est le rapport entre les dirigeants à la loi. Si on a les dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir, on pourrait avoir n'importe quel code électoral. Ils ont les leviers de l'État, ils ont les armes, ils ont la finance, ils vont s'éterniser au pouvoir. Donc c'est d'abord un problème de volonté politique. De l'ère post-indépendance aux assises d'Angondjé, en passant par la conférence nationale, des accords de Paris, ceux d'Arambo, et la récente mise en place de la commission chargée cette fois de toiletter le code électoral, sous l'impulsion de l'une des recommandations issues du dialogue national inclusif. Notre pays aura donc connu plus de 19 modifications de son code électoral, selon la Direction générale des élections et des libertés publiques du ministère de l'Intérieur. Ce futur code, dont les travaux seront livrés sous peu, mérite que soit mis un verrou. Ne pouvons plus permettre son tripatouillage au détriment de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, suggestions, qu'est-ce que vous me proposez? Santé. Au nord, santé. Quelqu'un d'autre? Éducation. Finance. Qu'est-ce qu'on note? Découverte. Découverte. Qu'est-ce qu'on note? Politique. Culture. Droit. Quelqu'un d'autre? Divertissement. Très bien. Sport. Sport. De nouvelles entrées sur Gabon Première. Je vous laisse suivre votre capsule Écofinance qui revient ce soir sur l'épargne. Et à titre de rappel, sachez que ce soir dans nos programmes, vous pourrez suivre le journal de Noël présenté par Eva à Yangon. Belle soirée et à bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, votre émission préférée Écofinance. L'émission qui vient transformer vos vies et apporter le réveil dans vos finances. Nous vous aidons à appréhender au mieux vos finances personnelles et à vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à avoir une stabilité financière. Nous allons parler de plusieurs sujets, notamment de succession précédemment, et là nous sommes sur le sujet, la thématique de l'épargne. Nous avons vu déjà que l'épargne est constituée de plusieurs notions autour, notamment de l'argent. Lorsqu'on parle d'argent, on parle de deux éléments essentiels, les dépenses et les revenus. Nous avons vu précédemment que les dépenses nous aident, c'est un élément qui permet de pouvoir notamment faire face à nos différentes obligations, nos besoins primaires, nos besoins secondaires, les loisirs. Et nous avons vu quelques solutions pour réduire au maximum nos dépenses. Nous allons donc revenir sur le deuxième élément, le revenu. Qu'est-ce que le revenu? Comment générer le revenu? Comment optimiser ces revenus? Le revenu, c'est simplement constitué souvent d'argent. Donc l'argent, c'est ce que nous gagnons. Le revenu, c'est ce que nous gagnons en travaillant, en fournissant de l'effort et du temps pour en avoir un gain. Nous avons plusieurs types de revenus. Nous avons des revenus actifs. C'est notamment le salaire, lorsque nous donnons du temps, de l'énergie pour atteindre un objectif qui est rémunéré par de l'argent. Nous avons également des revenus des sources passives telles que des investissements, ça peut être des loyers, des locations, ça peut être des intérêts bancaires,
c'est des éléments où nous n'avons pas besoin d'intervenir qui nous permettent d'avoir un gain. Nous avons également des revenus d'investissement lorsque nous avons également vendu une maison et que nous avons une plus-value. Nous avons des revenus de créativité lorsque nous avons déposé un brevet. Il y a plusieurs sources de revenus. Aujourd'hui, nous souhaitons vous dire que dans notre contexte gabonais, nous connaissons bien évidemment la principale revenu qui est représentée par le salaire, soit que vous soyez fonctionnaire, soit que vous soyez dans le privé ou ayant un poste diplomatique ou peu importe votre statut, vous avez souvent un revenu, ou auto-entrepreneur d'ailleurs. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas forcément évident de pouvoir atteindre les objectifs financiers, de l'avoir de l'épargne. Et donc la notion de revenu est donc essentielle à appréhender, à comprendre et surtout optimiser. Nous avons le revenu de base. Et lorsque le revenu de base n'arrive pas à couvrir les éléments essentiels de notre vie, le loyer, la scolarité, la santé, les assurances, ça veut dire qu'il y a un souci. Nous devons donc savoir que le revenu, premièrement, doit couvrir les besoins essentiels, mais il est également l'objectif derrière, c'est de pouvoir mettre de côté, donc atteindre l'épargne, pour pouvoir atteindre les objectifs de vie. Ça peut être l'achat d'un terrain, la construction d'une maison, ça peut être l'achat d'un véhicule, pouvoir payer la scolarité des enfants à l'université, il y a un but derrière l'épargne. Comment donc optimiser les revenus? Nous vous conseillons de ne pas rester sur vos revenus actifs. Ça veut dire votre salaire. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, nous n'avons pas toujours une disponibilité de pouvoir faire des prêts auprès des banques selon votre profil. Nous vous conseillons donc, nous suggérons de pouvoir optimiser vos revenus en ayant un travail, un revenu de côté. Notamment, pour certains, nous vous disons que vous avez quelque chose entre vos mains. Vous avez une compétence, vous avez une connaissance. Certains jeunes que j'ai pu rencontrer lors des formations du déjeuner numérique m'ont interpellé. Ils m'ont dit, mais comment je peux avoir des revenus? Comment je peux faire de l'épargne? Je lui ai dit, tu as quelque chose entre tes mains. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais cuisiner? Commence avec un repas. Tu proposes à des personnes pour vendre ce service de repas. Qu'est-ce que tu sais faire? T'es fort? Tu sais bien qu'il y a des difficultés parfois d'eau, d'électricité à Libreville pour des raisons que nous connaissons tous aujourd'hui. Pourquoi pas aller proposer tes services chez un voisin en disant je viendrai puiser de l'eau en rémunération de quelque chose. Il y a toujours quelque chose que nous avons entre les mains. Le but pour nous, c'est de vous encourager à dire ne vous basez pas seulement de votre salaire, mais vous pouvez optimiser vos revenus en ayant une deuxième source de revenus. Et la deuxième source de revenus vient en général parce que vous avez comme compétence, comme connaissance que vous pouvez rémunérer. Donc, ça veut dire que votre vision de l'argent doit changer. Il y a une psychologie de l'argent. L'argent, ce n'est pas seulement le billet, la monnaie que vous avez, c'est d'abord du temps, c'est de l'énergie, c'est quelque chose que vous vendez. Donc, si vous avez cette notion du temps et de l'argent, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez 1 heure de votre temps, vous pouvez l'optimiser, que ce soit le week-end, pour certains qui font chauffeur privé le week-end, pour certains qui peuvent aller faire traiteur, pour certains qui peuvent aller faire de la coiffure. Il y a tellement de choses aujourd'hui disponibles pour avoir un second revenu qu'en ayant ce second revenu et vos revenus fixes, vous pouvez notamment faire face à vos dépenses primaires, mais également atteindre vos objectifs financiers en mettant de côté. Nous vous encourageons à pouvoir entreprendre, à pouvoir développer vos ressources afin d'atteindre vos objectifs financiers. Objectifs financiers que nous allons voir sur la prochaine capsule. Quels sont les objectifs financiers que nous avons souvent, comment les atteindre et comment aujourd'hui, lorsque nous avons baissé les dépenses, optimisé nos revenus, nous pouvons épargner. On me parle souvent de tantine, et de tantine. Est-ce que c'est la tantine le seul moyen d'épargner au Gabon? Je ne pense pas. Nous verrons cela dans la prochaine capsule. Restez connectés, restez concentrés. Votre émission qui vous permet d'avoir des prescriptions sur votre état de finances et qui vous aide à trouver des solutions. Ivana Mengue pour Ecofinance. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.